Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle conférence sur le fonctionnement de nos enfants, de cette nouvelle génération, voilà, qui nous déroute parfois, parce que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que avec vos enfants, c'est peut-être pas tout fluide. Ça peut être parfois compliqué, parfois super, parfois très déroutant, voire même handicapant. Voilà, vous êtes peut-être parents, grands-parents ou enseignants, ou dans le monde en lien avec les enfants. Donc moi aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon approche holistique du fonctionnement des enfants, et pour moi est très important, parce qu'une fois qu'on donne une autre vision, qu'on comprend comment ils fonctionnent en fait, ça donne des clés derrière pour mieux les accompagner et leur permettre de prendre toute leur puissance d'âme et qu'ils soient ce qu'ils ont à être en fait, et ne pas déjà les conditionner. Pour me présenter rapidement, moi je suis Christine Descartes, je suis coach holistique ou alchimiste créative. En fait, ma mission c'est d'accompagner les femmes, les enfants hypersensibles au potentiel à mettre en lumière leurs talents, leur potentiel inné, on va dire, ainsi que leurs zones de fragilité, et les aider, les guider sur le chemin de la transformation, de la guérison, les libérer des mémoires, les aider à transformer les croyances limitantes, afin qu'ils prennent leur place et qu'ils rayonnent dans ce monde. Voilà, donc ça c'est ma mission, autant les femmes que les enfants. Aujourd'hui on va parler des enfants. On va commencer par le fonctionnement, comment fonctionnent ces enfants. Alors, moi, c'est vraiment vous donner une approche holistique qui prend en compte l'énergie, l'âme de la personne. Voilà, donc c'est une vision. Je vais essayer de vous la donner sous deux approches complètement différentes pour que vous puissiez, quel que soit votre niveau de conscience, comprendre exactement ce que je veux dire. Puis, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. C'est très très important que je puisse y répondre et vous éclairer sur tout ça et ne pas laisser avec des zones d'ombre. En fait, il y a eu deux fonctionnements. Donc, nos enfants aujourd'hui ont fonctionné avec la méthode bouture, que j'appelle. Je vais vous expliquer. Et avant, on était plutôt forme graine. Alors, depuis les années 2000, alors, ils arrivent en masse. Je pense que les chiffres sont complètement loin de la réalité. Je vais vous mettre deux petits schémas que vous allez voir. Voilà. Alors, si je prends l'exemple de la graine. Une graine, on va la mettre, elle a un potentiel, on va la mettre dans le sol. Elle va commencer par développer des racines et après pousser vers le haut. Donc ça, c'était les générations auparavant, on va dire, avant cette génération actuelle. Et comme beaucoup, donc il y a des milliers d'années, on fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que on commence par avoir une certaine stabilité, une certaine maîtrise de notre monde, et après on commence à s'élever et à chercher plus les connexions, on va dire, spirituelles. Voilà. Donc, ce fonctionnement, il amène plutôt la logique, le raisonnement, l'esprit cartésien, très linéaire, très analytique en fait, dans sa façon de dérouler les choses les unes après les autres. Comment fonctionnent nos petits loups aujourd'hui? Comme une bouture. Donc une bouture, c'est quoi? On va couper un petit bout déjà d'une plante ou d'un arbre, et on va aller la mettre dans la terre. Donc il y a déjà un petit peu une extension vers le haut, et on ramène vers le bas. Et là, on va attendre que les racines poussent. Donc là, ça va être un fonctionnement plus intuitif, créatif, à base d'images et non pas analytique et linéaire. Donc, et on comprend bien avec ce nouveau fonctionnement qu'il y a déjà un problème de construction des racines. Ça va être une grosse clé dans la bonne construction de l'enfant, ça va être son ancrage, j'en reparlerai après. Donc ces enfants, c'est quoi leurs caractéristiques? Hypersensitifs, créatifs, intuitifs, qui ressentent énormément les énergies. Donc les énergies des lieux, les énergies des personnes. Ils ont tous les capteurs ouverts. C'est pour ça qu'on dit hypersensible souvent. Hypersensible, c'est juste... je suis vivant, je suis connecté à mes émotions, je ressens les personnes, je ressens les lieux, je ressens les choses. Voilà. Je ne me suis pas coupée de tout ça. Donc ils ne se sont pas coupés. Ce sont des très bons visionnaires pour certains. Et certains, alors là, ce sont des grands justiciers. Ils ont un sens de la justice impressionnant, qui peut en faire plus tard, s'ils ne sont pas cadrés, des grands colériques. Parce qu'ils se mettent dans des colères monstrueuses face à des injustices.
Et si c'est trop entretenu, ça peut devenir problématique, très problématique pour ces enfants-là. Alors qu'à la base, ça partait d'une bonne intention. Ils captent vraiment tous les petits détails, hein, comme tous les hypersensitifs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur les hypersensibles, en général, hein, pas que les enfants. Ils sont aussi très en lien avec la nature. Donc là, cette première caractéristique, c'est cette hypersensibilité, parce que quand je vous expliquais la bouture qui descend, ils ont déjà des bonnes antennes en fait. Vous voyez, ils sont des grandes antennes qui captent bien haut tout ce qui se passe. Voilà, et très ouvert sur l'émotionnel, pas du tout coupé, vraiment dans ce qu'on appelle énergétiquement dans le cœur. Donc ça, c'est vraiment une première caractéristique. Par contre, vous comprenez bien qu'avec ce fonctionnement, je dois développer mes racines, on peut un peu flotter, hein, on a du mal à tenir droit. À l'inverse de quand la graine elle a bien développé ses racines et qu'elle est plutôt en train de pousser. Et donc il y a un grand manque d'ancrage et de sécurité. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser à, ça les aide énormément à travailler la sécurité et l'ancrage. Donc la sécurité, ça passe dès la naissance, dès qu'on est bébé. Ça va commencer par beaucoup tout ce que préconisent actuellement les peaux à peau, être à l'écoute des émotions, de ce qui se joue, être vraiment dans le côté je sécurise au maximum. Et on continue avec l'âge également, on les sécurise. La sécurité, elle passe par autre chose qui est parfois un peu pas si évident que ça à comprendre, c'est les failles que vous avez vous-même et les failles des autres personnes avec qui vos enfants vont être en face. Ça peut être des éducateurs, ça peut être des instituteurs, des professeurs. C'est-à-dire que les failles de l'autre l'insécurisent. Et alors là, ils sont dans des réactions, souvent très émotionnelles, très fortes. Soit de repli, soit de j'attaque, c'est-à-dire que je suis en colère, je rentre dedans, soit je commence à ne plus à me dévaloriser. Vous voyez ? Donc il y a différentes façons dont ils réagissent en fonction de leur potentiel inné, on va dire. Mais ça, c'est important de comprendre et je vais vous donner un exemple. Mon grand garçon, petite section, moyenne section, les a fait dans une école. Ensuite, on a dû déménager, donc il est allé dans une autre école pour la grande section. Petite, moyenne section, moi, c'est un grand justicier, très rentre-dedans, qui s'affirme et qu'on voit. Voilà. Ça se passait très mal avec la maîtresse, toujours problème de comportement. Il lui rentrait dedans. Bon, voilà. Donc, on change d'école 2 mois après, donc, parce qu'on déménage complètement de lieu. Premier rendez-vous en septembre avec la maîtresse. Mon fils est un ange, tout se passe bien. En 2 mois, un enfant à cet âge-là n'a pas tant évolué que ça. On n'a pas mis des choses en place qui ont fait tant évoluer que ça. Donc, c'est juste pour vous expliquer qu'il y avait une personne où les failles de cette personne, qui devait être inconsciente pour elle-même, insécurisaient mon enfant. Et donc, il lui rentrait dedans, parce qu'il n'était pas bien. Et donc, à contrario, il a dû trouver une institutrice qui se trouvait pas avec ce type de faille qui, lui, l'insécurise. Elle en avait peut-être d'autres qui insécurisaient d'autres enfants. Hein. Voilà, c'est pas... Donc, ça, c'est important de comprendre cette notion, parce que c'est important de travailler le travail sur soi aussi. Pourquoi ? Parce qu'au plus vous avez une posture qui est, vous aussi ancrée, qui est posée, vous avez travaillé sur vous, au moins vous insécurisez, mais c'est de façon inconsciente, hein, il n'y a aucun jugement, puisque moi-même j'ai dû travailler sur des failles qui insécurisent mes enfants. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience qu'il y a des fois des choses en vous qui peuvent être aussi source d'insécurité pour lui. Une blessure pas guérie qui fait que voilà, ça se passe, ça ressort sous forme énergétique, parce que n'oubliez pas qu'ils sont hypersensibles, ils ressentent, ils captent tout. Et là, je parle en termes d'énergie, parce que l'énergie, c'est important pour moi, et parce que pour moi, tout est énergie. C'est important de comprendre que si vous-même, par exemple, vous n'êtes pas forcément bien ancré énergétiquement, c'est-à-dire que votre énergie ne descend pas forcément bien jusqu'en bas, c'est quelque chose, comment vous dire, vous êtes là physiquement, en chair et en os, mais énergétiquement, vous n'êtes pas là pour votre enfant, vous flottez un petit peu. Donc lui, il passe à travers un petit peu. Donc, c'est comme s'il n'arrivait pas à avoir de limite énergétique. Vous voyez, il n'y a pas que... C'est là où mon approche est holistique, hein, elle peut déconcerter certains, mais c'est important de comprendre cette notion. Donc, en fait, et votre enfant, énergétiquement, il n'a pas cette limite, d'où l'intérêt aussi de travailler sur soi. Il n'y a pas que l'enfant qui est problématique, il y a aussi soi qu'il faut se regarder un petit peu et se dire, ok, là, il est en train d'appuyer sur quel bouton. C'est presque un cadeau. Alors, compliqué de le voir comme ça au début, moi-même, hein. Mais après on comprend.
et on met en place des choses pour transformer tout ça et pour apaiser les relations et sécuriser. Derrière, c'est toujours cette notion de sécurité. L'ancrage. L'ancrage, donc, c'est vraiment lui permettre de construire ses racines. C'est le rapport au corps. Le rapport au corps est hyper important. Donc, faire maximum de choses. Souvent, les petits, d'ailleurs, ils aiment bien se promener tout nus. Hein. C'est parce que c'est important qu'ils prennent conscience de leur corps, de leurs limites. Ils sont dans un corps, c'est un esprit qui est dans un corps physique. Donc ça peut être compliqué à comprendre, mais c'est vraiment ce qui se passe. Et donc, il y a le rapport à la nature qui est très important. Donc, les laisser beaucoup aller dehors, le maximum, jouer avec la terre, même si c'est un peu sale, les pieds nus, et grimper aux arbres. Toutes ces activités, c'est beaucoup mieux que de rester sans rien faire devant la télé, parce que là, ils ne vont pas travailler l'ancrage. Voyez, on peut faire plein d'activités de modelage aussi, parce que s'il pleut, c'est vraiment dehors pas du tout adéquat, vous n'avez pas envie de les laisser toute la journée dehors. Vous pouvez faire tout ce qui est du modelage avec la terre, l'argile, ça fait bien travailler. Tout ce qui est créatif, c'est très très bien pour eux, ils vont expérimenter. Voilà, des activités où ils jouent avec leur corps aussi. La danse, c'est pas mal, mais les danses africaines, alors à ce moment-là, vous voyez, bien taper. Bon, la danse classique, à contrario pour les filles, ça va les monter encore vers le haut, donc si déjà elles ne sont pas très ancrées, elles vont monter un peu plus. Mais des danses, des musiques bien rythmées, vous pouvez mettre, vous amuser, aller faire taper sur le sol, donc ça c'est aussi quelque chose qui est en lien avec et qui va les permettre de s'ancrer. Parce qu'en fait, il y a une autre notion derrière, c'est que quand on n'est pas assez les pieds sur terre, pas assez ancré, ben on a peur. Eux, ils arrivent, je vous ai dit, cette notion du ciel vers la terre. Ils ont un certain niveau de conscience et un niveau énergétique assez élevé. Et ils sont avec beaucoup de peur souvent, parce que nous, on est habitués à notre fonctionnement, à des choses assez violentes, des paroles brutales, des façons d'agir. Pour certains, c'est très 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 compliqué et ça peut être très apeurant. Donc il y en a qui peuvent se renfermer ou il y en a qui peuvent, je vous ai dit, être en mode je suis en guerrier, je suis jamais content. Un article sur mon blog sur l'hyperactivité, une autre façon aussi de voir l'hyperactivité. Ce n'est pas qu'une seule raison, mais c'est aussi ces angoisses très fortes qui fait qu'ils bougent un peu dans tous les sens, puisqu'ils ressentent les lieux et ressentent les personnes. Et comme ça, en bougeant beaucoup, on risque moins de se faire attraper par la problématique qu'on ressent. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est aussi un moyen de, pour eux, fuir un petit peu cette réalité sur Terre. Donc c'est un gros travail, l'ancrage. Voilà, donc je vous ai donné quelques pistes déjà pour travailler tout ça. Un troisième point très très important, c'est tout ce qui est la cohérence. Ils ont besoin de cohérence, de rigueur et de sens, donner du sens. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être qu'ils n'arrêtent pas de vous poser des questions, mais qui vous dépassent. Ils ont besoin de tout comprendre, d'avoir du sens sur les choses. Et il faut prendre le temps de leur répondre. Alors, pas forcément immédiatement, mais il y a des moments où vous allez prendre du temps pour donner du sens à ce qu'ils vivent, donner du sens à leurs questions. Si vous ne connaissez pas, vous recherchez, vous demandez de l'aide avec d'autres personnes. Moi, je n'ai pas toujours toutes les réponses à leurs questionnements, mais c'est des questions très métaphysiques, sur l'origine de l'univers, sur l'origine des hommes, ça peut aller très loin sur le fonctionnement de quelque chose. J'ai été confrontée à des questions, que ce soit dans mes consultations ou à d'autres, ou avec mes propres enfants, à des questions très très pertinentes et qui sont assez poussées par rapport à l'âge des enfants. Donc, il ne faut pas se dire oui, on verra. Non, ils ont besoin de sens. Plus vous donnez de sens, plus ça les pose aussi. Ça leur fait du bien. Ils ont besoin de cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez décidé qu'il ne faut pas trop d'écran, mais que vous passez votre vie sur le téléphone, ce n'est pas cohérent pour eux. Et ça, vous allez vous l'entendre. Donc, c'est vraiment donner de la cohérence. Poser un cadre clair, avec des limites claires sur ce que vous voulez, dans votre famille, dans votre fonctionnement familial, c'est très, très important. Ils ont besoin de limites. Alors après, il ne faut pas se mettre à crier sur eux pour leur faire respecter les limites, si on n'y arrive pas. Mais on peut poser des limites de façon ferme et bienveillante. Ce sera comme ça. C'est important, quand ils sont un peu plus grands, de peut-être revoir, faire des petits conseils de famille. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour poser ensemble les limites. Mais par exemple, je vous donne 3 limites qui pour moi sont essentielles et permettent de naviguer correctement dans notre société actuelle partout sur la planète. C'est tu ne te fais pas mal, tu ne fais pas mal aux autres, tu ne casses pas le matériel. Si déjà il y a un respect de ces 3 limites, c'est bas. Parce que souvent, ils sont en train de taper le frère, la sœur ou le copain parce que ceux-ci ne sont pas contents, en réaction.
ou ils vont aller casser quelque chose parce qu'ils ne sont pas contents. Voilà, donc vous voyez déjà, il y a à faire respecter, et il faut rappeler, et il faut répéter. Il ne faut jamais lâcher. Il faut être ferme et bienveillant sur le cadre et les limites. C'est très important pour leur construction. Très très important pour la construction parce que ça les fait encore, vous voyez, descendre un peu plus sur terre. Ils ont besoin de comprendre le fonctionnement de notre société. Il y a des règles, il faut les comprendre. Alors, quelque chose que j'avais appris à ma formation avec Marie-Françoise Neveu, c'est d'ailleurs à partir de beaucoup de ces enseignements que je peux vous transférer cette vidéo. Donc, je vous mettrai la bibliographie de toute façon à la fin de la vidéo. Et c'est important de comprendre un enfant qui n'arrive pas à respecter des règles, de lui donner du sens. Par exemple, pour comprendre pourquoi il y a des règles et que c'est important de les respecter, je vais vous donner l'exemple du feu rouge. Vous pouvez lui expliquer qu'avant, il n'y avait pas de voiture, il y a un siècle ou 2 siècles, suivant, voilà. Et qu'à un moment donné, on a décidé de mettre des feux parce qu'il y avait beaucoup de voitures et beaucoup d'accidents. Donc on a mis une règle de société et il faut s'arrêter au feu rouge parce que sinon, il y a toujours des accidents. Donc ça, c'est pour le bien-être de tout le monde. On a fait ça. Donc les règles, il faut lui redonner du sens. On a mis cette règle pour le bien-être de tout le monde. C'est important que tu la respectes. Il ne faut vraiment pas arrêter de répéter, répéter, répéter. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est poser le cadre et les limites, c'est très très important. Et après, un troisième point que je voulais vous parler sur ces enfants, une troisième caractéristique, ils sont un peu déconnectés de notre ligne de temps. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans leurs pensées, dans leurs rêves même, et comme s'ils étaient ailleurs. Mais ils sont vraiment ailleurs. Ils ont surtout les plus petits, jusqu'à 5-6 ans. À partir de 7-8 ans, ça commence à être un peu moins, mais ils sont sur une autre ligne de temps. Donc, ça ne sert à rien de crier de l'autre côté de la cuisine. « Ouh, on mange, c'est l'heure !» À mon avis, vous avez 99% de chances qu'ils ne viennent pas. Ils sont juste partis ailleurs. Toujours pareil, les ramener. Pour les ramener, ou même quand vous dites quelque chose qui ne vous entend pas, on vient toucher la personne, l'enfant. « Tu m'as entendu, là, on va faire ça. Ouh, reviens avec moi. » En fait, il va falloir le sortir de là où il est, le ramener à un autre moment. Ça, c'est quelque chose de classique qui énerve tous les parents. Il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas quand j'appelle. Non, il faut aller le chercher. Il y a pas mal d'efforts quand même à faire, mais il faut comprendre pourquoi, parce qu'ils ne sont pas ancrés. Voilà. Donc ça, c'est important. Et en étant, un dernier point, hyper sensitif, il y a quelque chose à comprendre. Ils ont vraiment du mal, surtout petits, à gérer l'émotionnel. Le cerveau n'est pas du tout encore mature. Donc, ils partent très vite dans la réaction à quelque chose. Et donc ça, c'est très important de savoir gérer les émotions. Donc je ferai peut-être toute une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur la gestion des émotions. Mais déjà, il faut l'écouter. Il faut entendre ce qu'il a à dire. Il faut se poser, se mettre à sa hauteur. C'est pas évident, parce que des fois, ça ravive des émotions chez nous. Souvent, la colère d'un enfant peut raviver votre propre colère. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et donc, à ce moment-là, il faut l'écouter. Un peu comme vous quand vous n'êtes pas bien. Si vous allez appeler une amie parce que vous n'êtes pas bien et qu'elle vous commence à vous raconter sa vie et que oui, ça va passer, vous n'êtes pas content au fond de vous. C'est pas ça que vous attendez. Vous attendez qu'on vous écoute. Donc c'est la même chose, il faut se mettre à sa place. Sauf qu'il a un cerveau encore moins mature. En plus, quand on commence à se mettre un émotionnel trop fort, ça développe dans le cerveau une hormone qui vous met dans un état pas possible qui peut durer 5 heures. Donc c'est très fatigant pour le corps d'un enfant. Donc c'est vraiment important la gestion de l'émotionnel, surtout des hypersensitifs de cette génération-là. Il faut les ramener petit à petit, les laisser s'apaiser. On ne fait rien quand il est dans la colère, la tristesse, la frustration. Par contre, il faut qu'ils vivent ces périodes-là. Il faut les accueillir. J'entends, je suis là. Faites attention que ça se fasse pas mal des fois. Et après, on en reparle plus tard. Mais je ferai une vidéo, je pense, à part entière sur la gestion des émotions. Mais c'est surtout ne pas réagir, ne pas surréagir. Là, vous ne faites que mettre du feu par-dessus, encore de l'huile sur le feu. Voilà, j'ai retrouvé l'expression, de l'huile sur le feu. Vous êtes la posture maître Bouddha zen. Donc, d'où l'intérêt aussi de travailler sur soi. Et ça, c'est ce que je vois en accompagnement. Je mets un peu la lumière sur ce qui se joue entre les différentes personnes de la famille et comment remettre chacun à sa juste place, en fait. Donc ça, c'est important. Voilà, donc là, j'ai parlé des hypersensitifs, ancrage, sécurité, cohérence, rigueur, sens. La ligne de temps qui n'est pas du tout la même. Et maintenant, je voudrais vous donner en fait une nouvelle approche, une autre façon. Alors, j'ai parlé de la graine et de la bouture. Je vais vous donner une autre, pour des esprits plus cartésiens, je vais vous donner une autre façon de comprendre les différences de fonctionnement.
On va prendre une grande tour, hein, imaginez de 50 étages, un gratte-ciel. Les anciennes générations, on va dire qu'elles se situent entre les 2 premiers étages. Les nouveaux enfants sont au 50e étage. Voilà, pour vous dire. Mettez-vous, alors, vous êtes en haut. Qu'est-ce que vous voyez? Vous regardez, vous voyez une vue d'ensemble. Voilà, j'ai une vue d'ensemble sur toute une ville, par exemple, puisqu'un gratte-ciel, en général, c'est dans une ville. Donc, vous avez une vue d'ensemble sur toute la ville. Voilà. Vous ne voyez absolument rien des détails. Donc, c'est vraiment vue d'ensemble par, vous voyez des tâches, des images, vous faites des rassemblements. Qu'est-ce qui se passe pour la personne du rez-de-chaussée ou du premier étage? Elle va voir tous les détails. Elle va peut-être voir la voiture passer, quelle couleur est la voiture, que dedans c'est un monsieur et une dame, qu'ils ont un chapeau, que le monsieur il a une moustache, que la dame a un manteau rouge. Vous voyez, tous les petits détails. Et elle va voir les séquences passer. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe si celui du 50e étage descend et va jusqu'au rez-de-chaussée et il retrouve la personne et ils discutent ensemble. Ils discutent de la scène. Tiens, t'as vu là en bas, je regardais. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que t'as vu? Vous pensez qu'ils vont parler de la même chose? Bien évidemment que non, ils ne vont pas se comprendre. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que personne n'a tort ou n'a raison dans ces 2 types de fonctionnement. C'est juste qu'ils n'ont pas vu les mêmes choses parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc, ça crée des conflits, des dysfonctionnements, mais en fait, c'est juste qu'elles partent de la même chose. C'est ça qui est important. Visuellement, si on prend vraiment encore plus de recul, elles ont vu la même chose, mais à des étages différents. Donc, elles ont l'impression de parler de 2 choses différentes. C'est ce qui se passe avec cette génération et les autres. Ils ne sont pas d'accord. Pourtant, ils parlent de la même chose. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il faut ramener ceux du dernier étage un peu au milieu et que ceux du rez-de-chaussée, ils apprennent à monter. Donc, en fait, il y a un travail des 2 côtés pour se remettre ensemble et bien se comprendre. Donc, j'espère que cette image de la grande tour vous permet de mieux comprendre en fait ce qu'il se joue. En fait, ils parlent de la même chose, les 2 personnes, quand elles rentrent en conversation, mais elles ne se comprennent pas. D'où un enfant qui va parler avec un adulte, des fois, ils ne vont pas se comprendre, alors qu'ils parlent peut-être du même sujet. Donc, il va falloir que l'adulte apprenne à monter un petit peu et que l'enfant, il apprenne à descendre un petit peu. J'ai essayé de vous donner une approche du fonctionnement au travers 2 exemples, ou la petite graine et la bouture, ou la grande tour. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser, hein, je répondrai avec grand plaisir. C'est très important aussi d'avoir déjà du sens sur les différents fonctionnements, qui peut créer parfois des disharmonies dans les familles, des conflits avec les instituteurs, des non-compréhensions. Mais en fait, quand on comprend que ces enfants sont intuitifs, qu'ils ont des grandes capacités extrasensorielles, et par contre qu'ils ont beaucoup d'angoisse et de peur parce qu'ils ne sont pas assez ancrés, on prend une autre posture face à eux. On travaille d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment important de capter ça. C'est déjà le premier message que je voulais vous faire passer. Maintenant, je vais vous donner quelques clés pour mieux les accompagner. Donc, la première chose, c'est tout ce qui est la gestion des émotions, parce qu'ils sont dans un émotionnel très fort, puisqu'ils vivent tout avec l'émotionnel. Donc, c'est important de les aider à vivre leurs émotions. Déjà, ne pas les refouler. Non, pleure pas, ça sert à rien. Vous voyez, instinctivement, on réagit souvent de cette façon par éducation. Voilà, c'était l'environnement. Donc ça, c'est important de les laisser vivre leurs émotions pour qu'ensuite, ça s'apaise, on est là, on sécurise, on rassure, on fait attention qu'ils ne se fassent pas mal. Et ensuite, on va, à un moment de calme, les rassurer et creuser qu'est-ce qui s'est passé. Pour comprendre qu'est-ce que c'est ce fonctionnement, pourquoi il se met toujours en colère, pourquoi il se met toujours à pleurer, pourquoi il est toujours dans cette émotion-là. Voilà. Donc, mais ça, on ne le fait pas à chaud, on va le creuser à froid. Et on va prendre le temps, ok, là il s'est passé ça, on revient dessus, même tout petit, hein. Même dès 2-3 ans, on peut commencer. Il faut beaucoup parler. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est la gestion de l'émotionnel. Parce que plus on va faire refouler, plus ça va engrammer des choses dans le corps, parce que ça se transmet dans le corps et ça va cristalliser.
Donc ça va devenir compliqué ensuite pour les enfants. Donc ça, c'est la première étape, même si après ça se travaille, hein, mais bon, voilà, on va éviter d'arriver à l'âge adulte et de devoir travailler les 10 000 casseroles. De votre côté, c'est agir et ne pas réagir. C'est-à-dire qu'on garde une posture la plus ancrée possible, la plus neutre possible, et on prend la bonne décision par rapport à la situation. Mais on ne va pas y remettre une couche par rapport à une situation. Hein, si un enfant est triste, on ne va pas commencer à se mettre à pleurer avec lui. Si un enfant se met en colère, on ne va pas se remettre en colère contre lui. Voilà, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est très difficile à réaliser. Alors maintenant, je voulais vous dire quelque chose. Les parents parfaits, ça n'existe pas. Les parents parfaits n'ont pas d'enfants. Voilà, je vous le remets même, hein, relisez-le bien. Les parents parfaits n'ont pas d'enfants. Donc on déculpabilise, on fait tous des erreurs, moi la première. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Hein. Et après, on essaie de faire au mieux chaque jour, de se rappeler les petites règles et petit à petit d'avancer. Donc le carburant avec un enfant, c'est l'amour. Et l'amour, ce n'est pas l'amour attachement, hein. C'est l'amour, c'est quoi que tu fasses, je t'aime. Donc amour inconditionnel. C'est pas, et puis des fois, quand vous êtes vraiment, ou si vous n'êtes pas bien, là tu m'énerves. Voilà, tant pis, hein, on a réagi. C'est ton comportement qui m'insupporte, c'est pas toi. Et ça fait une grande différence. Mais c'est la même chose entre adultes. Hein. On ne pointe pas du doigt les personnes, on pointe du doigt le comportement. Ça, c'est déjà une chose. Mais rappelez-vous, le carburant, c'est l'amour inconditionnel. Je t'aime quel que soit ton comportement. C'est ça l'inconditionnel, sans condition. Et on peut en donner à profusion. Ça, c'est un bon carburant. Le langage des enfants, c'est le jeu. Tout doit passer par le jeu. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose à votre enfant, il faut apprendre à être créatif et à passer par le jeu. Ça demande un peu de... Hein, des fois, après une journée de travail, on n'est pas forcément dans cette optique-là. Mais ça marche très, très, très bien. Il faut qu'il ait des limites claires, définies, acceptées, qu'on peut même afficher pour certains. Alors, il faut bien se dire que l'enfant n'intègre pas. Ce n'est pas parce qu'on a dit une fois que c'est bon, c'est acquis. Il faut répéter, répéter, répéter. Et il y aura peut-être plein de situations où ce ne sera pas respecté. Ben, il faut les répéter. Rappelle-toi les règles qu'on a définies très claires dans la famille. Il faut le laisser apprendre par lui-même. Il va faire des échecs, ce n'est pas grave. Ne pas mettre trop de pression sur bien faire tout de suite. C'est en faisant des échecs qu'on apprend. En ayant des échecs plutôt, pas en faisant des échecs, excusez-moi. Voilà, c'est très très important. Donner du sens, beaucoup de sens. Donc il faut être patient, il faut prendre le temps. Et là j'en arrive au dernier point. La société actuelle ne laisse pas ce temps aux parents ou aux accompagnants. On est des fois sous pression, on est des fois stressé, on est des fois pas bien, on a des fois même pas travaillé nous-mêmes sur nous. Et on arrive à des situations explosives. Si un parent, un grand-parent, vous êtes vous-même hypersensible avec des enfants de ce type-là, je ne vous dis pas les résultats explosifs, cocktails explosifs que ça peut donner, parce que c'est des enfants qui sont en demande tout le temps, ils ont toujours plein de questions, vous n'avez pas forcément envie de répondre, alors ils surenchérissent, puis après ils sont dans l'émotionnel parce qu'ils n'ont pas eu leur réponse. Et donc, ça fait cocktail explosif. Donc, il faut apprendre à prendre du temps pour soi. S'autoriser à prendre un laps de temps pour soi. Un espace pour lâcher prise du trop-plein. Et également, ça j'en ai parlé au début de la vidéo, apprendre à travailler sur ses propres failles, ses propres blessures qui font que la personne en face, l'enfant en face, il peut se sentir en insécurité. Ça, j'en ai déjà expliqué, je l'ai déjà expliqué au début de la vidéo. Et se donner de l'amour à soi. Et nous-mêmes apprendre à être ancrés pour être aussi énergétiquement une limite pour l'enfant. C'est ce que j'expliquais, hein, parce que si énergétiquement, l'énergie ne circule pas partout, quand on dit ancré, c'est qu'elle est bien en bas du corps et descend le long du jambe, et c'est comme si vous aviez du plomb dans vos pieds. Des fois, on a tendance un peu à avoir les pieds un peu comme ça, on n'en tient pas très bien, donc là, on manque d'ancrage. Donc ça, énergétiquement, les enfants, ils n'ont pas de limite, ils passent au travers de vous. C'est toujours une notion un peu complexe à comprendre, mais c'est une réalité. Donc voilà, donc il y a tout un travail, mais surtout prendre du temps pour soi. Alors, on n'est plus dispo et tout va mieux, tout se déroule mieux. Alors, un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est, comme j'expliquais, quand on plante la bouture de l'enfant, il arrive avec tout son potentiel, toutes ses capacités innées, toute sa puissance. Ensuite, il grandit dans un environnement qui a un impact sur lui.
Il va recevoir un certain type de nourriture qui peut être l'alimentation physique comme la nourriture de l'esprit. Donc ce qu'il va regarder à la télé, les livres qu'il va lire, ce qu'il va entendre comme discussion. Donc ce type d'alimentation va avoir un impact sur la façon dont il va grandir et développer son potentiel. L'environnement dans lequel il grandit a un impact aussi sur son potentiel. Donc dans le comportement interviennent tous ces facteurs. Donc là je vais vous les remettre, vous allez les avoir en image. Donc l'environnement, l'alimentation, l'éducation, type d'éducation qu'il va recevoir, les mémoires transgénérationnelles, quelque chose qu'on oublie, mais il y a de nombreux maintenant écrits sur ça, très très important. Ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup en accompagnement, les mémoires transgénérationnelles, parce qu'on a souvent les femmes des lignées de soumission, de femmes soumises, de victimes, qui fait que ça fait des petites filles introverties, qui n'osent pas trop s'exprimer. Voilà. Et un dernier point, donc là, vous le voyez sur le PowerPoint, c'est la grossesse, toute la période intra-utérine, l'accouchement a un impact sur l'enfant beaucoup plus que l'on ne croit. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler. Si votre enfant est né par césarienne, par forceps, il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir et qui font que l'enfant déjà, il va, au lieu d'être tout droit, il va un peu partir comme ça, puis après il va revenir comme ça. Vous voyez, le potentiel ne s'épanouit pas de façon pleinement. Donc il y a vraiment ces 5 facteurs, je vais vous les remettre, qui interviennent sur le potentiel de l'enfant. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc comment j'explique le fonctionnement des enfants d'aujourd'hui. Donc ça c'est ma vision, ce que j'ai vu également avec Marie-Françoise Neveu, et c'est ma façon de partager les choses. Hein. Ça n'appartient qu'à moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette conférence vous a plu, que ça vous a donné des clés, que vous y voyez plus clair, c'est l'objectif. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée, j'aurai beaucoup de plaisir à répondre à toutes vos questions. Au revoir!